Bien, bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Janin, j'ai 43 ans et je vais vous présenter l'agence de voyage que j'ai montée il y a 12 ans en Afrique du Sud, l'agence qui s'appelle Terra Africa. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ce qui m'a motivé à monter cette agence. En 2007, alors que je venais de travailler pendant 2 ans à Johannesburg dans une entreprise française, ce qui m'a permis de découvrir l'Afrique du Sud. J'ai pas arrêté de voyager pendant ces 2 années. J'ai entrepris une traversée de l'Afrique en 4x4 de Johannesburg jusqu'à l'Éthiopie pendant 6 mois, et c'est ce qui a vraiment été fondateur dans l'attachement que j'ai à ce continent, et en tout cas dans cette partie-là de l'Afrique. Que moi j'appelle l'Afrique des grands parcs animaliers. C'est l'Afrique anglophone, donc tout ce qui est Afrique australe et Afrique de l'Est. Après cette traversée du continent, c'est là que j'ai commencé à m'orienter vers l'organisation de voyages. J'ai fait mes preuves en Amérique latine, chez Terra, en Bolivie et Pérou. Et après 5 ans d'expérience là-bas, j'ai proposé à mes partenaires de venir créer la première agence Terra hors Amérique latine. Et on s'est établi, accompagné par ma femme, Daniela, en 2012 à Cape Town. Et on a créé, donc, il y a 12 ans, Terra Africa depuis Cape Town. Donc les destinations sur lesquelles nous opérons sont présentées ici en beige. Les premières années, on a vraiment travaillé sur une production Afrique du Sud, et rapidement, on s'est développé sur les pays voisins pour proposer des voyages combinés. On nous demandait pas mal de combinés avec le Mozambique, avec le Zimbabwe, le Botswana. Donc on a développé des productions sur ces pays-là. Et il y a 3 ans, en plein Covid, on a développé une production sur l'Afrique de l'Est, en Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, c'est plus récent, mais on est maintenant en position d'offrir des voyages. On en opère déjà depuis 3 ans sur ces destinations d'Afrique de l'Est. Et après, on a des destinations un peu plus de niche, comme Sainte-Hélène, sur lesquelles on est spécialiste aussi, et pour du balnéaire, les Seychelles et l'île Maurice, toutes les îles de l'océan Indien. Donc nos affiliations, on est membre de Terra Gaia, qui est une réunion d'agents de voyage du réseau Terra qui se sont établis autour d'un thème qui est le voyage ne vaut la peine que s'il est extraordinaire. Donc c'est un projet qu'on a ensemble, d'explorer le voyage extraordinaire et décarboné. Et les valeurs de ce projet-là, c'est que la valeur ajoutée de chacun de nos voyages soit supérieure à son bilan carbone, et que l'expérience vécue prime sur la destination. Donc on est en train d'établir une collection de voyages, de voyages extraordinaires qui donc laissent des traces et marquent de leur empreinte ceux qui les vivent. Et l'idée, c'est que si on doit voyager moins, si on ne doit plus faire deux voyages, que ce soit des voyages comme cela. Voilà. Et on est aussi membre du réseau Together, qui est un réseau de réceptifs en transition et des professionnels du voyage autour du monde, les réceptifs du bout du monde. Voilà. Voici l'équipe de Terra Africa. Donc on est 8 personnes basées à Cape Town, et nous avons une personne basée en France qui s'occupe de notre destination Afrique de l'Est. Notre valeur ajoutée, déjà 12 ans d'expertise sur la plupart de nos destinations, en tout cas sur les destinations d'Afrique australe. Et ça, j'en suis fier. On a gardé nos conseillers voyage pendant toute l'époque Covid, donc on a gardé des conseillers qui ont de l'expérience. Donc nos conseillers ont minimum 7 ans d'expérience. La personne la plus récente dans l'agence a déjà 7 ans d'expérience avec nous. Une adaptation à l'accompagnement personnalisé avec nos clients.
des concepteurs qui partent au moins 2 fois par an en reconnaissance sur le terrain. Donc là, on a une personne qui part aujourd'hui, par exemple, au Botswana et au Zimbabwe pour une dizaine de jours pour faire du repérage, soit de choses que l'on connaît déjà, on a besoin de rafraîchir nos connaissances, soit pour explorer des nouveaux territoires, des nouveaux hébergements qui sont montés, des nouvelles activités, pour les faire rentrer dans notre prod. Donc on essaie toujours d'avoir une connaissance récente de tout ce qu'on propose. La remise d'un carnet de voyage avant l'arrivée, avec plein de suggestions, plein de détails, plein de petites astuces pour que le voyage se passe bien. Une équipe réactive, on fait plus, quand le voyageur est sur place, on fait plus que du téléphone d'urgence, mais on a un vrai service de conciergerie en français, 24 heures sur 24. Et on va par exemple, donc déjà on a des appels au début du voyage, en milieu de voyage et en fin de voyage. Mais on va aussi souvent avoir les clients par WhatsApp et puis leur donner des conseils, des bonnes adresses resto, s'ils passent par un endroit en particulier, parce qu'on fait pas mal d'autotours, par exemple en Afrique du Sud, donc on va leur conseiller des activités qu'on a peut-être déjà conseillées dans le carnet de voyage, mais on va en tout cas insister dessus en disant c'est vraiment celle-là, il ne faut pas la rater. N'hésitez pas à partir à telle heure pour y être à temps demain. Et donc on va envoyer ce genre de petits messages pendant le voyage à nos voyageurs, c'est souvent apprécié. On fait aussi l'enregistrement de leur vol intérieur, donc généralement 24 heures avant les vols, et on leur envoie par WhatsApp les cartes d'embarquement. Donc c'est quelque chose qui leur permet d'être tranquilles quand ils arrivent à l'aéroport et ils n'ont pas ça à faire. Et aussi, on propose des alternatives pour la plupart des sites touristiques où il y a beaucoup de monde. On va essayer de les faire visiter différemment. Par exemple, la plage de Boulders, qui est la plage où il y a les pingouins d'Afrique sur la péninsule du Cap, où parfois il y a quand même beaucoup de monde. Il y a des bus de 30-40 personnes qui descendent pour visiter ce site. On va la faire visiter différemment par un opérateur qui a des kayaks et on va contourner. En fait, on va voir les pingouins depuis la mer au lieu de les voir depuis la plage où il y a tout le flot touristique. Donc, nos engagements en tant qu'agence, c'est de considérer nos clients comme des voyageurs plutôt que des touristes et leur faire vivre des vraies expériences, du partage, de l'inattendu. Là où je pense qu'on a notre rôle est en tout cas prépondérant, c'est dans la sélection de nos fournisseurs et des services qu'on propose. Et on va vraiment sélectionner ceux qui ont un impact positif pour les communautés locales, mais quelque chose qui est majeur ici sur nos destinations, c'est tout ce qui est lié à la conservation de la faune sauvage qui doit être préservée. Il y a parfois des soucis avec des interactions avec les animaux qui ne respectent pas le bien-être animal, donc on évite ce genre de projet-là, et on va favoriser les sites qui respectent la faune sauvage et qui financent, ou en tout cas le voyage des clients va servir au financement de la conservation de la faune. Des soutiens à des projets locaux, on a des projets en cours. L'un, c'est de soutenir une équipe de football d'un township au Cap. On en a un aussi dans le nord dans la forêt côtière au nord de la Tanzanie, où on va les voyageurs vont pouvoir participer au projet d'une ONG qui travaille sur les interactions et faciliter la cohabitation entre la faune sauvage et les habitants, puisque c'est une zone très fréquentée par des éléphants qui viennent parfois endommager les cultures des villageois. Et du coup, il y a des techniques pour permettre de faire cohabiter éléphants et villageois. Donc, notamment de l'éducation des villageois sur la préservation des territoires pour les éléphants. Donc, on va soutenir ces projets-là à travers un financement. À chaque fois qu'un voyageur vient, il donne 100 € au projet de cette ONG. Et aussi, on est en cours d'acquisition de la certification Travel Life. Donc, on est sur la première étape. On est en train de boucler la première étape. Donc, Travel Life, c'est un label qui
en tout cas valide le travail qu'on fait en termes de gestion interne et sélection de nos fournisseurs qui respectent l'environnement. Donc maintenant, je vais passer sur la destination. Donc rapidement, l'Afrique du Sud, c'est 60 millions d'habitants. Principale ville, Johannesburg, Durban et Le Cap. Et on appelle l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel, parce que c'est un pays très divers, avec notamment 11 langues officielles, le zoulou, le xhosa, afrikaans, l'anglais, etc. La superficie, 1,2 million de kilomètres carrés, et la monnaie, c'est le rand, qui a perdu pas mal de valeur par rapport à l'euro ces dernières années, et du coup, ça fait de l'Afrique du Sud un pays très attractif au niveau économique. Donc, je vous ai donné la superficie, mais pour avoir une meilleure idée, vous voyez qu'en fait, par rapport à la France, l'Afrique du Sud, ça a une superficie ça représente 2,5 fois la France en termes de taille. Donc, on ne peut pas aller du Cap à Johannesburg en une journée en voiture. Le climat en Afrique du Sud, alors il faut bien différencier les deux parties de l'Afrique du Sud, donc toute la partie nord-nord-est et la partie sud-sud-ouest où il y a le Cap. Donc nord-nord-ouest où il y a où il y a Johannesburg et sud-ouest où il y a Cape Town. Donc par exemple le parc Kruger, qui est le parc animalier le plus réputé du pays, il est au nord-est du pays, à la frontière avec le Mozambique. Et la meilleure période pour y voyager, pour y faire du safari, c'est le cas d'ailleurs dans tous les parcs animaliers d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, c'est pendant la saison sèche, entre avril et octobre. Ça, ce sont les meilleurs mois pour faire du safari, parce que comme c'est sec, il n'y a pas la végétation est moins dense, donc on peut voir plus facilement les animaux, et les animaux se concentrent au point d'eau. Alors qu'en saison des pluies, il y a de l'eau partout, donc les animaux sont beaucoup plus... ils partent un peu... ils sont partout dans la brousse, quoi. Et à Cape Town, c'est l'inverse. Donc la meilleure saison, c'est l'été austral. Donc c'est de octobre à avril. Et il y a une saison des pluies, juin, juillet, août, qui... ce n'est pas comme être au mois de novembre en Angleterre, mais on peut avoir une journée de ciel bleu, une journée de pluie, une journée de ciel bleu, 2 journées de pluie, voilà. Donc il faut, quand on voyage à Cape Town, c'est pas qu'on ne le recommande pas, mais en tout cas on prend un risque d'avoir 1, 2, 3 journées de pluie pendant son séjour. Donc parfois ça peut être embêtant à cette époque-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on peut voyager en Afrique du Sud toute l'année et que parfois c'est la bonne saison pour la partie safari, parfois c'est la bonne saison pour la partie Cape Town. On peut faire les safaris près de Cape Town si, par exemple, on veut faire un safari dans la période où ce n'est pas le moment idéal pour le parc Kruger. Donc il y a des moyens de s'adapter, en tout cas, selon le mois du voyage, adapter le circuit pour que ce soit la meilleure saison possible. Les expériences phares sur la destination Afrique du Sud, on peut déjà parler d'un safari dans une réserve animalière. Donc dans Limpopo, c'est au nord du pays, à la frontière avec le Zimbabwe, il y a des réserves animalières qui sont très vallonnées, montagneuses, avec des paysages assez époustouflants. Et ce sont des réserves qui accueillent les Big Five, donc les 5 animaux les plus recherchés en safari. Donc une bonne qualité d'observation animalière et des lodges qui proposent des safaris en véhicule 4x4 ouverts, guidés par des guides locaux qui sont anglophones et spécialisés dans la faune sauvage et la flore de cette réserve. On peut aussi faire une traversée de l'Afrique du Sud dans un des trains les plus luxueux du monde, le Robostrail, qui sont des vieux trains de l'époque victorienne qui ont été... ce sont des wagons qui ont été décorés comme les wagons d'époque. Donc c'est très luxueux. Et il y a plusieurs routes. On peut aller de Pretoria jusqu'au chute Victoria au Zimbabwe. On peut aller de Pretoria
jusqu'au Cap ou à Durban. C'est des prestations assez luxueuses, donc coûteuses, mais c'est une expérience vraiment unique. Et monter au sommet de la Table Mountain qui surplombe la ville du Cap, donc elle est 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qui permet d'ouvrir un panorama complet sur l'océan Atlantique et toute la ville du Cap et les montagnes autour. On voit ici la Lion's Head, la tête de lion sur la photo. Et c'est vraiment une expérience complètement différente d'un safari en 4x4. On se sent tout petit. On peut aussi partir sur la route des jardins, randonner dans la péninsule de Råberg, qui a une colonie d'otaries et des paysages époustouflants. Un pique-nique dans un vignoble dans la région du Cap, la région des vignobles, parfois on a des Français qui nous disent nous des vignobles on en a plein et aller voir d'autres vignobles ça ne nous intéresse pas forcément. Il y a vraiment un tourisme qui est très développé dans les vignobles du Cap avec la possibilité de faire un pique-nique gastronomique, de faire son propre vin, et c'est une région en plus qui est magnifique, donc nous on recommande fortement d'aller y passer au moins une journée. La péninsule du Cap, donc ça c'est un incontournable avec le Cape Point, donc la pointe de la péninsule, et le fameux Cap de Bonne-Espérance connu de tous les marins. La plage de Boulders avec les manchots du Cap et la route panoramique de Chapman Stick. Aussi une route qui surplombe le Blythe River Canyon. Donc là, on est dans le Mpumalanga, on est près du parc Kruger. Le Blythe River Canyon, c'est le 3e plus grand canyon du monde, après le Grand Canyon américain et le Fish River Canyon en Namibie. Et un safari dans le parc transfrontalier du Ralagadi. Donc là, on est à la frontière avec la Namibie et le Botswana. Et c'est l'un des plus beaux parcs nationaux du pays. Et pourtant, parce que un peu plus loin des autres sites touristiques, peu fréquenté, ce qui le rend du coup très intéressant. Après un séjour en Afrique du Sud, souvent, on combine avec une expérience dans un pays voisin, parce que ce sont des expériences magiques de cette zone Afrique australe. Donc il y a les chutes Victoria, par exemple, qui est à cheval sur Zimbabwe et Zambie, donc on peut les voir depuis les deux pays. Donc ça, c'est un vol pour les chutes. Ça prend 1h30 et on arrive au Zimbabwe. Le Botswana, qui offre des safaris complètement différents de ce qui se fait en Afrique du Sud. Souvent des safaris en bateau, donc soit en mokoro, les pirogues, comme on voit sur la photo à droite, soit des bateaux motorisés, comme celui qui est sur la photo en bas à gauche. On peut dormir dans des pans salés aussi, passer une nuit bivouaquée avec le ciel étoilé africain dans les pans salés du Magadi-Gadi, et le delta de l'Okavango qu'on voit sur la photo tout en haut. Et enfin, on nous demande parfois du balnéaire après un safari. L'Afrique du Sud n'est pas une destination avec des lagons comme on peut trouver à Zanzibar ou à l'île Maurice. On va plutôt être sur des plages pour des sportifs, des kitesurfers, des surfeurs, des plongeurs. Et en plus, l'eau est plutôt froide, donc on y va avec une combinaison. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est le Mozambique, qui est très facile d'accès depuis Johannesburg ou même depuis le parc Kruger. Il y a un vol direct. Il y a là des très belles plages et des archipels comme Bazaruto, où on peut proposer du balnéaire de très bonne qualité, et c'est aussi une très bonne destination pour les plongeurs, parce qu'on y voit notamment les raies manta et les requins-baleines. Donc les différents types d'hébergements qu'on trouve en Afrique du Sud, donc ça va de la guest house au camp en tente, plus ou moins luxueuse, après des petits lodges plus exclusifs et luxueux, notamment avec parfois des chambres avec leur propre petite piscine, donc idéal par exemple pour une lune de miel. Il y a aussi les camps d'État dans les parcs nationaux, comme on voit en bas à gauche, souvent dans des bungalows ou des chalets. Donc là on est directement dans le parc national. Il y a les habitats traditionnels, par exemple au Swaziland, les huttes Swazi, comme vous voyez sur la photo au centre en bas.
des établissements dans les vignobles avec l'architecture Cape Dutch, typique de la région du Cap. Donc ces grandes maisons blanches au toit de chaume. Les différents types de faune qu'on trouve en Afrique du Sud, donc ça peut être des autruches, qui sont la capitale mondiale de l'autruche, Aochuren, dans le désert du Karoo, près de la route des Jardins, zèbres, les otaries avec lesquels on peut plonger autour de la péninsule du Cap, les baleines franches-australes qui nous viennent d'Antarctique et qui sont le long de toute la côte sud-africaine entre le mois de juin et le mois de novembre. Les suricates qu'on trouve dans des zones plus désertiques, comme dans le Karoo ou le Ralagadi, et les manchots du Cap sur la péninsule du Cap. Bon, les différents types de paysages, donc déjà en Afrique du Sud, il y a une grande, longue côte, très sauvage. Donc on trouve pas mal de parcs côtiers avec animaux ou sans animaux où on peut se balader. Il y a évidemment tous les paysages de brousse, alors parfois avec de la brousse dense comme on peut voir là en bas à gauche, ou des grandes étendues comme la photo qui est au centre en haut. Donc ça dépend un petit peu de là où on se trouve dans le pays et quel type de parc on choisit pour le safari. Cape Town aussi, qui est un mélange mer-montagne. Et pour ceux qui aiment la randonnée en montagne, toute la partie du Drakensberg, donc la chaîne de montagne des dragons, et le Lesotho, qui est ce petit pays royaume enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, est très montagneux et offre de très très belles randonnées. Donc, je vais vous présenter un circuit qui dure 25 jours et qui est un petit peu le best-of qu'on peut faire pour découvrir toute l'Afrique du Sud. Évidemment, si on a moins de temps, on va faire plutôt le sud ou plutôt le nord. Donc là, on voit que l'idéal, ça peut se faire dans les deux sens, mais c'est de partir de Cape Town, faire la route des Jardins entre le Cap et Port Elizabeth, prendre un vol de Port Elizabeth à Durban, et de Durban remonter tout le pays Zoulou, traverser le Swaziland jusqu'au Kruger, revenir sur Johannesburg, et il y a la possibilité après d'aller aux chutes Victoria et au parc Chobe, donc au Zimbabwe et au Botswana. Donc on commence ce circuit par 5 jours dans la région du Cap, et il faut pas moins que ça pour profiter de la région. Il y a plein de choses à faire, donc visiter par exemple le quartier coloré de Bo-Cap, aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et Cape Point, aller à Robben Island, l'île où Mandela a été emprisonné pendant 18 ans, donc c'est la photo qu'on voit en haut à droite, et le jardin botanique de Kirstenbosch, qui est très réputé aussi, qui est à flanc de montagne. On peut monter en haut de la montagne de la Table, on peut aller passer une journée pour déguster des vins sud-africains à Franschhoek, Stellenbosch, et on peut profiter de la plage de Boulders et aller observer les manchots du Cap. Du jour 6 au jour 10, on part sur la route des Jardins, donc depuis les vignobles du Cap, on part plein est, le long de la côte qui longe l'océan Indien, et on va vers Aochuren, qui est dans le désert du Karoo, donc la capitale de l'élevage d'autruches. De Aochuren, on part ensuite sur Naisna, qui est un estuaire qui donne sur l'océan Indien. On peut y faire des croisières en bateau. Et ensuite, on va jusqu'au parc national Tsitsikamma, qui est parsemé de ponts suspendus qui longent la côte et qui permet de tout visiter. On peut aussi faire du kayak de mer. Ensuite, après un vol entre Port Elizabeth et Durban, on se retrouve dans la région qu'on appelle le Zululand et les parcs animaliers du Zululand, donc qui sont Isimangaliso et Chouchoué Mfolosi. C'est notamment un très bon endroit pour observer les rhinocéros, une très grosse concentration de rhinocéros. Ensuite, on traverse ce petit pays qui est entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, qui s'appelle Eswatini, enfin qui s'appelait Swaziland et qui s'appelle maintenant Eswatini. On y passe généralement une nuit, mais il vaut mieux en passer 2 pour pouvoir avoir une journée complète sur place. On continue à remonter vers le nord
et on arrive dans la région du Kruger, où on peut faire un safari dans le parc national ou dans les réserves privées qui bordent le parc. Donc ensuite, sur la route qui retourne sur Johannesburg, on s'arrête pour faire une étape pour visiter le Blythe River Canyon. Donc il y a deux possibilités de le visiter, via une route panoramique qui le surplombe, et ou en bateau au pied sur la Blythe River qui est en bas du canyon. Ensuite, retour sur Johannesburg et on prend un vol sur Victoria Falls, donc côté Zimbabwe ou côté Zambie, on peut les visiter depuis les deux pays. Et on va rester au moins 2 nuits sur les chutes Victoria pour déjà aller voir le parc national qui longe les chutes. Et ensuite, il y a pas mal d'activités pour que ce soit du bateau, du rafting, une croisière en bateau sur le fleuve du Zambèze. Il y a pas mal de choses à faire dans cette région-là. Et on termine le séjour en passant côté Botswana. C'est juste à 1 heure, 1 heure et demie de Victoria Falls. Et on est dans la zone de Chobe, de la rivière Chobe. Et on va faire du safari terrestre et le long de la rivière. Et on peut aussi faire du safari en bateau pour y voir tout ce qui est faune marine, donc tout ce qui est éléphant. Pardon. Je vais la refaire ça. Je voulais dire hippopotame. Faune marine, éléphant, pas trop. Je le refais. Donc ensuite, depuis Victoria Falls, vous partez pour la région Chobe au Botswana. Vous êtes à 1 heure et demie de route de Victoria Falls, donc c'est très facile d'accès. L'intérêt de Chobe, c'est de pouvoir faire des safaris en bateau, contrairement à ce qu'on aura fait plus tôt dans le circuit. Et on peut y voir notamment tout ce qui est hippopotame, crocodile et une grosse concentration d'éléphants qui viennent s'abreuver dans la rivière Chobe. Donc pour donner une idée de prix sur des circuits, notamment en Afrique du Sud, en base 2 personnes au mois d'août cette année, pour un autotour en Afrique du Sud de 2 semaines, il faut compter à partir de 2 000 € par personne. Pour un circuit de 2 semaines, quand les clients ne veulent pas conduire, donc avec un guide, par exemple francophone au Cap, et des transferts au Kruger entre les différentes réserves animalières, il faut compter à partir de 3 000 € par personne, et ça inclut le vol domestique entre Cape Town et Kruger. Pour un voyage combiné safari balnéaire entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, il faut compter aussi à partir de 3 000 € par personne. Pour un autotour de 2 semaines en Afrique du Sud et faire une extension aux chutes Victoria au Zimbabwe, il faut compter à partir de 3 000 € par personne, et ça inclut les vols aller-retour entre Johannesburg et Victoria Falls. Pour un circuit de 2 semaines combiné Afrique du Sud, Botswana au nord vers le parc Chobe et chute Victoria, donc c'est le circuit qu'on voyait mais en plus condensé, donc sur 2 semaines, il faut compter à partir de 4 000 € par personne. Et pour un circuit pur Botswana sur 2 semaines, il faut compter 5 000 € par personne. Donc pourquoi voyager en Afrique du Sud? Alors c'est une destination safari, mais pas que ça. Les safaris sont ponctués de plein d'autres activités sur la route. Ça peut être des visites de communauté, ça peut être de la gastronomie, des dégustations de vin, ça peut être des activités de plein air, du rafting, des sorties à cheval. La côte est intéressante, les villes sont intéressantes, l'histoire est passionnante et récente. Donc il y a des musées. Cape Town, c'est une ville où on peut passer 4-5 jours, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, l'Afrique du Sud, c'est safari, mais pas que. Et ça en fait une destination familiale par excellence, parce que du coup, on passe pas sa journée dans un 4x4 à voir des animaux. Quand on est avec des enfants en bas âge, c'est plutôt apprécié. C'est une destination qui se propose toute l'année. On va s'adapter en fonction du mois du voyage. On va organiser notre circuit plutôt dans le sud ou dans le nord du pays. Il n'y a pas ou peu de décalage horaire. Donc, généralement, ce sont des vols de nuit qui arrivent à Cape Town ou à Johannesburg. Et de là, on peut généralement commencer le séjour dès le premier jour et enchaîner. On a des clients qui conduisent vers l'est du pays et la région du Blythe River Canyon dès le premier jour. Ils font 4 heures de route dès le premier jour parce qu'ils ont dormi dans l'avion
et ils arrivent, il n'y a pas de décalage horaire. Possibilité de combiner facilement le pays avec donc les chutes Victoria, Delta Okavango et faire du balnéaire à Mozambique ou à l'île Maurice. Un rapport qualité-prix service imbattable. Le rand est en ce moment vraiment a perdu beaucoup de valeur et du coup on mange dans des restaurants gastronomiques pour un tiers de ce qu'on paierait en France. La qualité des services est meilleure que dans beaucoup de destinations d'Afrique australe et Afrique de l'Est. Il y a une vraie qualité de service pour un prix qui est imbattable. Autotour facile, des bonnes infrastructures routières, donc c'est le pays où on peut faire de l'autotour en Afrique australe. Et ça permet du coup de voyager en liberté et de ne pas mettre un budget sur un chauffeur qui nous accompagne en permanence. Et des conditions d'entrée peu contraignantes dans le pays, donc il n'y a pas besoin de visa. Le passeport doit être valable au moins 30 jours après le départ d'Afrique du Sud. Il faut juste montrer son billet d'avion retour et il n'y a pas de vaccin obligatoire pour voyager en Afrique du Sud. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai convaincu de venir nous voir en Afrique du Sud.